Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de votre Tollgate NCAA préféré. On a eu la chance d'avoir une week 13 très intéressante, avec pas mal de choses à dire. Et donc on arrive déjà dans la dernière week de la saison régulière, qui elle aussi va être encore très très intéressante, avec de nombreux matchs à évoquer, de nombreuses confrontations. Aujourd'hui, je suis accompagné de mon ami Rosu. Salut Rosu, comment tu vas? Salut à tous, ça va bien, petite semaine tranquille avant d'attaquer ce qui sera une des plus grosses semaines de l'année, si ce n'est la plus grosse semaine de l'année. Donc très impatient d'aborder cette week 14 et puis content de faire un petit retour sur cette week 13 où il n'y avait pas tant que ça de gros matchs, beaucoup d'équipes qui jouaient des petits cupcakes quand même. Tout à fait. Donc ça nous a permis de voir les quelques gros matchs justement sans être complètement enseveli sous le nombre de matchs, comme ça peut nous arriver certaines semaines. Exactement. En plus, aujourd'hui, donc on ne sera que deux, parce que notre ami Bertrand, malheureusement, n'était pas disponible. Il était en déplacement professionnel. Donc on va enregistrer que tous les deux. C'est dommage parce que pour une fois, il aurait pu parler en bien de son université favorite sans faire de spoil. Mais malheureusement, il va me laisser cette chance. D'autant que ce Euh, sera pas le cas la semaine prochaine. ouais, tout à fait. On verra ça également plus tard dans ce podcast ce que ça va donner. Pour vous rappeler brièvement, donc c'est toujours le même sommaire habituel, même le fait qu'on soit deux. Du coup, on va vous donner dans la première partie nos coups de cœur et nos coups de bambou de la Week 13. Et ensuite, on vous fera donc notre top des matchs de preview pour la dernière week, comme je l'ai dit, de saison régulière. Et pour entamer directement, on va aller chez toi, du coup, Rosu. Enfin, chez toi. Tu vas nous donner, du coup, ton coup de cœur de la week précédente. Mon coup de cœur cette semaine, il a été assez difficile à trouver, pour être honnête. Il n'y avait pas tellement de performances extraordinaires et je me suis quand même mis sur Tennessee. Tennessee qui a souvent eu des difficultés dans son histoire récente à aller gagner dans le swamp de Florida. Et donc cette fois-ci, ils l'ont fait de fort belle manière. Ils leur ont mis une vraie tôle et le match a été plié assez rapidement. Euh, Puisqu'il menait déjà, attends que je fasse le calcul, mais il menait déjà 31-0 à la mi-temps. 31-0. Voilà, donc le seul intérêt du match, c'était est-ce que Florida va réussir à mettre au moins un point pour pas finir à 0. Euh, donc bravo à Tennessee qui se bat toujours pour éventuellement une place en playoffs. Pas un peu compliqué, mais bon, ils ont Vanderbilt pour finir à la maison dans un derby du Tennessee. Donc ça va être un match intéressant pour eux. En cas de victoire, ils peuvent quand même peut-être essayer de passer. C'est dommage pour eux qu'ils aient perdu quand même tous leurs gros matchs de conférence. Donc ils ont Ouais, perdu, c'est pour ça rappel, que. contre Georgia, en plus 44-41. C'était un des matchs fous, là. C'était en week 3. C'était un des matchs de dingue de la saison. Ils ont perdu à Alabama et ils ont perdu à domicile contre Oklahoma, malheureusement. Alabama, c'était une défaite un peu plus lourde à Alabama, mais les deux défaites à domicile, c'était pas de grand-chose. Donc c'est vraiment dommage. Tennessee qu'on annonçait un peu perdu, quoi. Il y avait eu beaucoup de gens qui pensaient que comme ils avaient perdu Nico Yamaleva, du coup, ça allait être un gros, un- une grosse récession pour eux. Et finalement, ils ont réussi à faire une très belle saison avec Joe Aguilar. Voilà, ils ont mis quand même beaucoup de points. En tout cas, c'est toujours une offense de Josh Heupel qui produit bien. Donc on verra ce qu'il en sera la saison prochaine, parce que je crois que Joe Aguilar, c'est fini pour lui. Mais, euh, mais bon, ils ont toujours leur chance. Et, voilà, beau match contre Vanderbilt, là c'est 14e. Vanderbilt, pareil, il faut qu'il gagne pour espérer avoir une chance. Donc voilà, match intéressant à venir. Mais en tout cas, sur ce match contre Florida, voilà, ils ont vraiment fait le boulot en première mi-temps. Ils ont été un peu aidés par Florida qui arrivait vraiment à rien. Très Euh, moche. entre,
entre les pénalités, les jeux de course qui n'avançaient pas. C'était vraiment difficile, les boulettes. Donc bon, pas inquiété dans ce match, vraiment. Et par contre, ce qui est intéressant de noter quand même, c'est que Florida, c'est vrai qu'ils ont quand même une base de supporters qui est assez incroyable, Florida. Et il y avait encore beaucoup de monde dans le stade en troisième quart-temps, alors qu'ils étaient menés 31-0. Donc, franchement, respect aux supporters du Swamp. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'équipes, pour pas dire quasiment toutes, où le stade aura été Très dur, trois quarts vide après la mi-temps. Donc voilà, franchement, c'est beau. Ils voulaient soutenir leur équipe pour aller pas finir à 0 points. Et c'était plutôt cool à voir. Donc voilà, un point positif tout de même pour Florida dans ce, dans ce match. Et puis on verra ce qu'ils font de leur coaching et puis éventuellement de leurs joueurs aussi. Je pense qu'ils sont quand même en mesure de garder la plupart. Ils sont quand même des joueurs intéressants. Dommage d'avoir pourri la saison d'entrée, mais bon, je me fais pas trop de soucis quand même pour eux. Je pense qu'ils sont capables de remonter la pente assez rapidement. Il y a des moyens en Floride. Ouais, tout à fait. Donc pour eux, justement, ce sera duel floridien face à Florida State dans cette dernière week. Bon, ce sera un match, on va dire, un peu de rivalité. Donc ça garde une certaine importance quand une fin de saison est comme ça compliquée. De l'autre côté, pour Tennessee, tu l'as dit, malheureusement, bon, on sait que les équipes qui sont déjà à 3 défaites sont un peu en ballottage. Malheureusement, en plus, les 3 défaites, c'était face à des équipes qui étaient du top 25 et concurrentes, directement en ascension en playoff. Leur dernier match est face à Vanderbilt, donc on aura l'occasion d'en reparler peut-être par la suite, qui sont à peu près dans la même situation, parce que je crois qu'ils ont le même bilan. Ou alors ils ont que 2 défaites, peut-être Vanderbilt. Ouais, 2 défaites pour l'instant. 2 défaites pour l'instant. Donc Vanderbilt est à peu près dans la même situation, avec un petit avantage pour eux, du coup, avec une défaite en moins. On aura peut-être l'occasion d'en reparler ensemble dans la fin de cette vidéo, justement, un peu pour voir où on en est au niveau des playoffs. Mais il y a un petit ballottage de 2 équipes, peut-être de 2-3 places qui sont encore possibles en playoff. Je pense que cette dernière week, justement, va être déterminante pour pas mal d'équipes, qu'on aura l'occasion justement d'en discuter dans ce podcast. Mais Tennessee se place justement dans ces équipes qui potentiellement auront peut-être la chance d'être pêchées. Ils ont quand même une grosse attaque, très impressionnante, qui a quand même réussi à performer toutes les weeks malgré les défaites. Et défensivement, malheureusement, parfois, ils sont passés un peu à travers. Mais du match que tu parles de Florida, j'ai trouvé une défense très, très sérieuse. Après, bon, c'était Florida en face, de me dire, mais bon, ça reste une équipe sérieuse et pourquoi pas avoir une place en playoff. Pour avancer, du coup, on va aller sur mon coup de bambou. Et donc, du coup, moi, j'ai un coup de bambou, encore une fois. C'était pour pas donner un coup de cœur aux Sooners. C'était un coup de bambou pour Missouri. J'avoue que moi, je suis un peu dans la même optique que toi. Ça a été un peu compliqué de trouver des coups de cœur et des coups de bambou qui sont vraiment qui ressortent du lot, comme on a pu avoir par les weeks précédentes. Et donc, du coup, là, j'étais assez déçu par le match de Missouri et surtout leur match offensif. Ils ont inscrit 6 petits points. Alors, attention, c'était quand même un match défensif. Hein. Le match a fini sur un score de 17-6. Ils ont quand même réussi à mettre 2 TD, les Sooners. On a eu très peu d'actions. On a eu 2 TD et un field goal d'un côté et 2 field goals de l'autre. Encore une fois, la chose que j'ai envie de mettre en lumière quand je parle des joueurs de rencontre, c'est la D-line des Sooners, qui encore une fois été très impressionnante. On savait que les Tigers, leur force était leur jeu de course, avec le duo Ahmad Hardy et Jamal Roberts. Malheureusement, le premier, pour 17 courses, fait 57 yards. C'est trop peu pour un Hardy qui faisait quand même une très très grosse saison. Et l'autre Roberts, malheureusement, sur 10 courses, il a fait 14 petits yards. C'est trop peu pour pouvoir développer une attaque correcte. Avec derrière, on avait le retour de Beaupré Boula qui avait loupé les 2 derniers matchs. Ça a été un match un peu compliqué pour lui. Il finit à 20 sur 36. 230 yards tout de même à la passe. Malheureusement, 0 TD, 2 interceptions.
Les 2 interceptions arrivent vers la fin du match. Il me semble que la première, c'est dans le 3e quart-temps et la deuxième, c'est dans le 4e quart-temps. 2 interceptions très moches. La première, en plus, c'est sur une couverture où il y a 2 défenseurs sur le joueur. Mais bon, c'était un match assez compliqué pour eux. Il y a eu, justement, en deuxième mi-temps, on a eu juste Oklahoma qui a inscrit un field goal en troisième quart-temps, mais sinon, il y a eu zéro point inscrit pour le reste dans cette deuxième mi-temps. C'était vraiment un gros match défensif. Et voilà, je trouve ça dommage. Missouri avait quelque chose à jouer. Ils ont fait un peu un no-match. Ou alors est-ce que c'était Oklahoma derrière qui justement avait des choses à jouer parce que pour eux, une place en playoff est encore possible. Ils sont même bien partis. Pour rappel, leur dernier match, c'est face à LSU, qui est un LSU qui n'est pas très très en forme. Donc ça pourrait être très intéressant pour eux. Je pense que s'ils prennent LSU derrière, c'est fait pour eux, ils seront en playoff. Je ne sais pas si tu veux ajouter un petit mot sur Oklahoma ou Missouri. Ouais, dommage pour Mizzou. C'est vrai qu'ils ont quand même fait une bonne année avec leur running back, Malardi. Donc, voilà, on avait dit déjà dans les semaines précédentes que la D-line d'Oklahoma, c'était quelque chose et qu'il fallait vraiment être costaud pour courir face à cette défense. Donc, je ne sais pas comment nos amis des Longhorns ont réussi à éviter l'obstacle. En tout cas, ils l'ont fait. Et du coup, Oklahoma qui s'est mis un peu en difficulté tout seul avec ce match-là, je pense, parce que le reste de la saison, il n'y a pas grand-chose à redire. Je pense qu'ils seront en playoff, effectivement, parce que comme tu l'as dit, ils affrontent LSU qui a lutté pour battre Western Kentucky ce week-end. Alors, je pense que l'équipe allait vraiment partir en cacahuète. Donc voilà, dommage pour LSU, mais je pense que voilà, Oklahoma, je ne vois pas comment il laisserait échapper ce match-là, à domicile en plus, avec autant à gagner, parce que je pense que ça les met directement en playoff s'ils gagnent contre LSU. Donc en tout cas, cette équipe de Sooners qui m'avait beaucoup impressionné contre les Gamecocks justement. C'est le seul match où vraiment les Gamecocks se sont fait latter sans vraiment pouvoir résister sur rien. Donc ouais, belle équipe Oklahoma en tout cas. Puisque tu ne veux pas le dire, je vais le dire. Après, c'est particulier, tu vois, parce que justement, le match contre Texas, je les ai pas trouvés très impressionnants. Déjà, défensivement, je les avais pas trouvés aussi forts. Pourtant, leur D-line, elle est impressionnante quand même depuis le début de saison, mais je les ai pas trouvés aussi impressionnants que ça, alors que nous, pour le coup, on a une O-line de merde. Derrière, contre les Gamecocks, j'avais pas regardé le match. Par contre, j'avais regardé le match contre Ole Miss derrière. Et pareil, franchement, je les avais pas trouvés impressionnants du tout. Pourtant, ils s'étaient pas pris une branlée 34-26. Mais pareil, je trouvais qu'offensivement, ils n'étaient pas très très inspirés. Et Ole Miss avait fait un très très bon match. Après, derrière, ça gagne contre une équipe de Tennessee qui est pas mauvaise, mais c'était pas non plus le top du top. Après, ok, il y a le match contre Alabama, mais bon, c'est là le match contre Alabama. Par contre, c'est de l'autre côté. Je trouve un Alabama pas du tout inspiré offensivement. Je trouve qu'en fait, ils n'ont pas non plus un. Ouais, mais sans être extraordinaire, il faut pas tomber sur. Il faut Voilà. pas avoir un mauvais joueur contre eux, quoi, parce que sinon, ça peut faire Voilà, je mal. pense qu'ils sont juste corrects, ils font ce qu'ils ont à faire sans être exceptionnels contre d'autres équipes qu'on pourra citer par la suite. Mais je trouve qu'ils font le boulot et comme tu l'as dit, comme on l'a répété, à mon avis, je pense que le dernier match contre LSU, ça risque de passer et ça risque d'être du coup l'ascension pour eux en playoff risque d'être validée et ce sera tant mieux parce qu'au final il faut quand même une saison correcte et surtout une saison régulière contrairement à d'autres équipes. Pour avancer, on va parler de ton coup de bambou. Alors ça tombe bien parce que c'est ton coup de bambou, en même temps c'est un coup de cœur que je voulais mettre aussi en avant. Je vais te laisser le dévoiler. Oui, pour le coup, c'était un des résultats les plus surprenants de la semaine.
donc le coup de bambou, c'est pour Georgia Tech qui jouait à domicile contre Pitt. Pitt qui sortait d'une boucherie face à Notre-Dame. Et Georgia Tech qui était quasiment en tête de la ACC, qui avait l'occasion donc du coup d'assurer sa place en finale de Ouais. ACC, d'assurer quasiment sa place en playoff avec. Et là, fumble à domicile contre Pitt, de perdre comme ça, c'est vraiment dommage. Faut quand même noter quand même que cette équipe de Georgia Tech, ils étaient menés 28-0 même Ouais. au départ. Donc je pense que voilà, début de match catastrophique, mais pour le coup, c'est Pitt qui a bien exploité les actions qu'ils ont eues. C'est pas vraiment Georgia Tech qui a fait connerie sur connerie, c'est plutôt Pitt qui a été très bien, très inspiré euh, en début de match. Euh, Mais bon, Georgia Tech, ils sont revenus quand même, hein. Après, ils sont revenus juste avant la mi-temps à 28-14, donc pas mal de leur part. Et alors qu'ils poussaient pour revenir vraiment tout à la fin, quand il y avait 35-28, euh, ils ont laissé passer un run pour 50 et quelques yards de Pitt qui a fini en touchdown. Donc là, bon, c'était un peu plié, mais malgré tout, ils ont quand même fait un peu frémir nos amis de Pitt qui pensaient peut-être pas avoir un match si compliqué après une entame de match incroyable. Donc, ouais, je suis un peu déçu quand même pour Georgia Tech au final, parce que Georgia Tech, ils Ouais. ont King qui est senior et donc c'est sa dernière année. Et ça, t'avais l'impression que c'était un peu la fin du cycle un peu pour Georgia Tech, même si c'est une équipe qui a bien progressé, mais justement avec King. Donc, qu'est-ce qui arrivera pour eux la saison prochaine, je sais pas trop. Mais ouais, dommage, parce que là, je pense qu'ils ont raté l'occasion d'aller en finale de conférence et d'aller en playoff sur ce match-là. Donc voilà, comme quoi il faut jamais baisser la garde, même même un carton, parce que voilà, après, des fois, ça peut être trop dur de remonter. Donc voilà, dommage pour eux. Et puis bravo à Pitt qui lui, par contre, se place Se bien replace bien. Ouais. pour la finale de conférence ACC, euh, qui sera potentiellement gagnable aussi, hein. Et donc, qui gagne la conférence ACC ira en playoff. Donc, du coup, Pittsburgh, qui ne sont pas classés, parce qu'ils sont perdus hors conférence. Ouais. Et au final, ils pourraient bien se retrouver à avoir le ticket gagnant s'ils arrivent à remporter la ACC. Ben, justement, on en avait parlé la semaine précédente. On disait que c'était la conférence qui allait être la plus compliquée, à savoir qui allait pu sortir du lot. Je pense que Georgia Tech a tout perdu parce que, pour rappel, derrière, leur dernier match sera face à Georgia. On va en Ouais, reparler. ouais. Dans le duel de Georgie, donc bon, ça risque d'être compliqué pour eux justement d'accéder du coup en finale de conférence et par la même occasion en playoff. Derrière, on disait qu'il y avait quelques équipes justement qui étaient un peu là en renard, en attente de pouvoir faire quelque chose. SMU, Pittsburgh surpasse bien. Ils sont 6-1 en conférence. Pareil pour Virginia. On a Miami qui est derrière, qui est en sac 2 en balotage aussi, qui aura un dernier match à jouer. Je ne me souviens plus contre qui, mais Je pense que c'est mal parti quand même pour Miami. bah, c'est Pittsburgh, je crois. C'est Miami-Pittsburgh. Mais bon, Miami, le problème, c'est qu'ils ils ont déjà 2 défaites. Là, si Pittsburgh le prend face à Miami, bon, je pense que pour eux, c'est fait. Si jamais c'est Miami qui le prend, il faudra voir SMU ou Virginia ce qu'ils ont joué. Bon, ça risque. Virginia, il joue à Virginia Tech, donc compte tenu de la forme de Virginia Tech actuellement, Ouais. euh, bon, ils ont le destin entre les mains, hein, Ouais. Virginia. Et SMU, c'est California. Donc, je pense que si ça va peut-être être eux les deux grands gagnants de cette saison en SEC, qu'ils ont entre guillemets des matchs un peu plus faciles, parce que derrière Pittsburgh-Miami, ça va être le duel, à moins que Pittsburgh batte Miami et c'est réglé. Ou alors, dans tous les cas, Georgia Tech, je pense qu'ils sont déjà en course. Hein. Donc, il arrive. Ouais, Ça je va être pense que ça va être ces compliqué. 4 équipes-là, ça va être Miami, SMU, Pittsburgh, Virginia, en fonction des résultats des uns et des autres. On aura l'occasion d'en discuter un peu par la suite. Là, du coup, on va continuer sur ces coups de cœur et coups de bambou de cette week, en allant du coup sur mon coup de cœur, pardon.
Donc encore une fois, c'était un peu compliqué de trouver un coup de cœur qui pouvait ressortir. Mais quel autre coup de cœur je pouvais donner, surtout qu'en plus j'ai eu la chance d'être présent au stade. Oh, surprise! Ouais, ouais. Exactement. Vous l'avez compris, c'est les Longhorns pardon, du Texas, qui avant d'affronter leur ultime match se retrouvent avec un bilan de 8 victoires et 3 défaites. Par où commencer? Je vais d'abord commencer par le négatif, parce qu'il y a un peu de négatif quand même dans ce match. À part dans cette fin de... Les stats qui arrivent en fin de match, j'ai toujours du mal un peu à les mettre en avant, parce que c'est un match qui était un peu déjà dessiné, la victoire pour les Longhorns. Mais je trouve qu'on a encore eu beaucoup de mal à développer notre jeu de course. Ça, encore une fois, c'est à cause d'une O-line qui est pas ultra performante. Mais pourtant, on a quand même un duo, Wisner-Baxter, c'est quand même un très beau duo de running back dans cette ligue. Ils auraient dû faire beaucoup plus. Alors, les stats finales ne reflètent pas, parce que Wisner, il se retrouve à 67 yards, et encore 67 yards, c'est pas énorme. Mais il y a vraiment, ils ont beaucoup couru dans ce quatrième quart-temps, parce que le match était déjà plié. Je suis très déçu. J'espère qu'ils vont trouver une solution pour ça. J'ai vu qu'ils avaient recruté pas mal de running backs déjà qui vont arriver pour la saison prochaine. J'espère que la O-line va s'améliorer à fond. Et l'autre, du coup, petit bémol, c'était justement notre défense contre la course de l'autre côté. Anthony Hill Jr. a été blessé, on l'a ressenti tout de suite. Mais de l'autre côté, tu as quand même Tellen Green, qui court plus de 50 yards, qui a fait beaucoup de mal dans ses premières mi-temps, qui après a été benché, j'ai pas vu si c'était pour blessure ou autre. Et ensuite, leur run à Washington Jr., qui fait une très bonne saison aussi, il a mis encore plus de 100 yards face à notre défense. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas logique normalement face à une équipe d'Arkansas. Par contre, pour partir dans le positif direct, je suis content, on a retrouvé un Sark très créatif au niveau de son playbook et des jeux appelés, des jeux appelés au bon moment. Une bonne variation dans l'appel des jeux aussi, malgré le fait qu'on ait eu du mal à développer notre jeu de course. Et je pense que la stat que vous avez sûrement dû voir passer partout, c'est Arch Manning, qui est le premier joueur des Longhorns à réussir un TD à la passe, à la course et à la réception. Je sais que Rosu va être très content d'en parler par la suite. Mais franchement, j'ai vu un match très impressionnant de la part de Arch Manning. Alors, encore une fois, c'était face à une équipe d'Arkansas. Mais ce qui est important, c'est la continuité qu'on a eue dans ces différentes weeks. Même malgré la défaite de Georgia, je pense que depuis Mississippi State, tout ça s'est un peu accroché. Derrière, on a eu Vanderbilt, que j'ai également présent. Là, on a vu un gros match de Arch. Derrière Georgia, c'était un gros match aussi de sa part. Et là, contre Arkansas, c'était un gros match aussi. Alors, j'espère qu'il va continuer dans cette lancée, parce qu'il y aura un très gros match à jouer dans cette dernière week. Dernière chose que j'ai envie de dire pour eux, c'est on a vu encore énormément de drops, inadmissible pour moi à ce niveau-là, mais une attaque un peu plus intéressante et des receveurs un peu plus efficaces dans leur tracé. Là, on a quand même à peu près 4-5 joueurs que Arch peut avoir confiance, avec donc le tight end Edris, Moore, Wingo, Mosley et Livingston. Ça permet d'avoir pas mal de solutions en attaque. Attention, comme je vous le dis, il va falloir travailler sur les drops et être un peu plus sérieux là-dessus, mais sinon, ça peut être un match intéressant dans cette prochaine week, qu'on discutera par la suite. Je ne sais pas, Rosu, si tu veux ajouter un petit mot sur Texas, la performance de Arch, par hasard. Pas spécialement, je veux plutôt dire que merci à Texas d'avoir battu Arkansas, comme ça nous sauve South Carolina du fin fond de la SEC, donc très bien. Par contre, je note quand même que nos amis d'Arkansas qui ont mis 37 points, ce qu'ils n'ont pas dû réaliser souvent cette saison. Donc une attaque qui a bien marché, ou une défense de Texas qui n'était pas vraiment
opérationnel. Peut-être qu'ils se concentraient déjà sur le match de la semaine prochaine où ça va peut-être pas être la même limonade. Donc, Deuxième mi-temps, le match en gros, milieu troisième quart-temps, ça a Fedora déjà Football. lâché. Mais comme je l'ai dit, c'est la défense contre la course, par contre, elle a vraiment pas été performante. Et c'est ce qui nous a fait beaucoup de mal dans cette première mi-temps. D'où le fait qu'ils aient scoré autant. Mais bon, comme tu l'as dit, ce qu'il faut faire attention, c'est que tu te prends 37 points face à Kansas. Alors je pense que ce sera pas le même sérieux, mais bon, l'équipe qui arrive par la suite, si jamais tu défends pareil, tu vas pas en prendre 37. Hein. Tu vas en prendre 67, je pense. Ouais, On surtout que est ça pas sera d'accord plus sur dur ça. d'en mettre 52 aussi. Donc, Ah ouais, exactement. Donc on va peut-être pas en parler. Bon, on va faire. allons-y, alors, enchaînons sur nos matchs de la semaine. Allez, on va enchaîner sur les matchs qui nous intéressent. Je voulais faire la transition sur le match de Texas, mais on va continuer à faire dans l'ordre chronologique des matchs. Euh, le premier qui arrive, ça va être un duel en Géorgie, donc on l'a un petit peu évoqué. C'est le match entre Georgia Tech et Georgia. Georgia qui, je pense, a déjà acquis sa place en playoff et aura juste à confirmer face à un Georgia Tech qui est un peu dos au mur, comme on vous l'a dit. Malheureusement, sans victoire pour eux, la finale de conf et les playoffs, ce sera mort. Sans trop de surprise, Georgia est largement favori dans ce match. C'est un peu dommage parce que si Georgia Tech avait fait ce qu'il fallait face à Pittsburgh, ils auraient peut-être été dans une situation un peu différente. Ils auraient peut-être pu se permettre de perdre cette rencontre. Malheureusement, ils vont devoir gagner cette rencontre. Euh, En sachant que Georgia, même s'il y a défaite, je pense, a une chance d'être en playoff. Est-ce qu'ils vont jouer ce match à 200% ou alors est-ce que peut-être ce sera la mini ouverture qui va permettre à Georgia Tech de pouvoir remporter ce match, ou alors pour toi ça va être ça va y avoir no match et Georgia va écraser Georgia Tech. non, bah c'est un match de rivalité important en Géorgie, justement, ce match. Donc, même si Georgia Tech avait rien à jouer, c'est le genre de match sur lequel il faut faire une bonne prestation un peu pour l'honneur. Hein, beaucoup de supporters. Donc Georgia Tech, ils jouent à Atlanta, alors que Georgia, ils sont à Athens, donc Ouais. quand même assez à l'extérieur. Donc il y a beaucoup de diplômés effectivement de Georgia qui vivent à Atlanta. Donc c'est un peu la rivalité du coin. Donc il n'y a aucune raison que l'une des deux équipes prenne ce match par-dessus la jambe. C'est important pour les supporters, et en college football, les supporters, ça a quand même une grande importance. Donc ouais, non, je pense que Georgia Tech, ils voyaient peut-être ce match comme un peu une finale avant la lettre pour aller en play-off. C'est peut-être pas forcément le cas, mais je pense quand même que voilà, ils donneront tout pour finir convenablement et essayer de battre Georgia, même si bon, on a vu tâche plus aisée. Ça c'est clair, au vu de la saison de Georgia qui fait liste parmi les favoris justement en playoff. Euh, Avec une saison un peu particulière pour Stockton parce qu'il fait une bonne saison, ils ont une très grosse attaque. On sait qu'ils peuvent s'appuyer sur un duo, en tout cas la course de Frazier qui fait une très grosse saison et Branch de l'autre côté qui fait une très grosse saison et sous. Stockton, statistiquement, c'est pas une saison non plus exceptionnelle. On va dire qu'il fait le job. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses que c'est un QB qui pourra les amener loin en playoff? Ouais, ouais, moi je pense que c'est un QB qui est un peu underrated, justement, au contraire de certains autres. Euh, voilà, sous prétexte voilà, qu'il y avait l'affaire Carson Beck l'année dernière et Carson Beck qui se barre. Mais bon, si Carson Beck se barre, c'est aussi parce que à Georgia, ils savaient qu'ils avaient Stockton dans l'effectif. Et on a vu l'année dernière en playoff qu'il a quand même Qui a tenu, joué, qui était bon. tenu Hein. la route. Donc là, avec une saison en plus d'expérience, moi je trouve voilà, il fait le boulot. On dit qu'il n'est pas exceptionnel, mais bon, il marque aussi à la course, etc.
Donc non, pour moi c'est un très bon QB. Et je vois pas du tout Georgia être désavantagé par ça. Et au contraire, même le fait d'avoir autant d'armes à côté de lui, justement, ça aussi permet de ne pas avoir trop de pression sur lui, par Tout à exemple, fait. ou quelque chose comme ça. Donc, bon, voilà, Georgia, c'est un effectif quand même pléthorique, hein. Donc, ouais, moi je l'aime bien et je trouve que c'est pas lui qui empêchera Georgia d'aller au bout, en tout cas. C'est important d'en parler parce que je trouve il fait un peu partie des oubliés justement pour le Iceman. On parle énormément d'autres QB comme Mendoza ou Zayn ou je ne sais plus les noms qui avaient Reed aussi. Mais donc du coup je trouvais ça étonnant avec un Georgia qui est aussi costaud qui soit pas un peu Ouais, plus ça flash peut-être un peu moins, mais bon, ouais c'est c'est ça ouais, peut-être. Mais il est quand même là, il fait quand même ses stats, il fait gagner son équipe. Qu'est-ce qu'on peut lui demander de plus? Je sais pas trop, mais je trouvais ça un peu dommage. je pense que les supporters de Georgia en sont assez contents, effectivement. Ah bah, ça c'est clair. Et donc vous l'avez compris, ça risque d'être un match sous tension, une belle rivalité. Ah oui, je t'ai pas demandé, du coup, toi tu vois quel résultat dans ce match? Ouais, plutôt de Georgia, hein, quand même. Mais Quand même, bon, on verra dans quelle mesure. C'est vrai qu'en plus, quand même, Georgia Tech, ils ont quand même dû prendre un sacré coup au moral, là. ah bah ça c'est sûr, je pense que le match face à Pittsburgh, ça va pas ranger les choses, hein. Mm. Mais bon, voilà, je pense qu'on verra quand même une belle victoire de Georgia qui validera sa place en playoff et qui en même temps annulera les chances de playoff de Georgia Tech par la même occasion. Je pense que ça peut être top pour eux dans une rivalité de prendre l'ascension en playoff et derrière d'éliminer ta rivalité d'État. Ça peut être toujours intéressant. Justement, en parlant de pouvoir valider son ascension en playoff et de retirer ton adversaire d'État, on va passer dans cette deuxième rencontre. Donc, ça va être le duel texan pour une grosse rivalité entre Texas et Texas A&M. Par quoi commencer dans ce match? Plus je fais ce podcast, plus j'aime Texas A&M. C'est impressionnant. Ouais, non, Texas A&M, on va voir ce qu'ils vont nous faire la première mi-temps contre South Carolina ou est-ce qu'ils vont nous faire la deuxième mi-temps de South Ouais. Carolina. Je sais que c'est un C'est ça peu... aussi, parce que si on reste sur pour le moment les infos globales qu'on a, on a du coup les Aggies qui sont pour l'instant invaincus en 11-0. Je pense que pour eux, même une défaite face aux Longhorns, ils auront quand même leur place en playoff et même potentiellement en finale de conférence. Il faudra vérifier après au niveau des autres Ouais, équipes. je pense qu'ils seraient un peu en difficulté quand même. Même s'ils n'ont pas perdu contre ceux qui sont juste derrière Parce que tu dans auras. le Ouais, classement. faudra voir Georgia, faudra voir Georgia, ouais. Faudra voir, ouais. Bah, en fait, je pense pas, parce que bon, Georgia restera en 7-1, Texas A&M il sera en 7-1, et donc du coup, t'as qui? Ouais, Ole Miss. Ole Miss, et Alabama potentiellement. Mm. Ouais, faudra voir. Je pense qu'Alabama, avec leur bilan de 9-2 en général, même si c'est en 7-1, je pense pas. Donc ce sera Texas A&M, Georgia ou Ole Miss. Ce Ouais. sera les trois, malgré le fait qu'ils perdent. Bon, ça va être, on verra ce que ça donne. Pour l'instant, c'est juste des motifs. Mais sinon, pour parler de l'autre côté, donc de Texas, enfin, des Longhorns, malheureusement, je pense qu'on a pu en parler déjà en off, mais ce qui leur fait très mal, c'est la défaite face à Florida. Parce que bon, derrière, tu perds Ohio State et Georgia qui sont des meilleures équipes. Voilà. On sait que les équipes qui sont à 3 défaites, malheureusement, c'est compliqué pour l'ascension en playoff. Par contre, voilà, j'ai vu pas mal de choses autour. Pour moi, je pensais que c'était une saison qui était terminée. Pour certains, pourquoi pas, si jamais ils arrivent à prendre ce match face aux Aggies, de les remettre un peu en course en playoff. Comme j'ai dit, il y a deux, trois spots qui sont encore un peu jouables, je pense, en playoff au vu des choix de,
sont possibles. Voilà. Ouais, ça me paraît quand même mal barré, compte tenu du nombre d'équipes SEC qui sont déjà un peu qualifiées avant eux. Déjà Texas A&M, Georgia, Ole Miss, Alabama, Oklahoma. Ça fait déjà 5. Il n'y aura pas plus que 5, je pense. Déjà, s'il y a 5, ce sera beau. Donc, je pense que Justement, c'est on m'en mal parlait. barré. C'est mal barré. Je pense que déjà 5, c'est énorme. On ne s'attendait pas à avoir 5 équipes de SEC, mais bon, au vu de la supériorité de la conférence, c'est ce qui pourrait être logique quand même d'en avoir 5. D'en avoir 6, ça risque d'être énorme quand même. Politiquement, ils pourront pas se le permettre. Après, donc du coup, il faudra voir ce que ça donne dans les autres conférences. Mais sinon, pour revenir dans cette rencontre, ça reste ça reste une rivalité d'État. On avait fait justement un podcast par rapport à ça pour vous en parler. Vous savez que c'est une rivalité historique également. De ce que ça montré les Longhorns dans ces derniers matchs, ils ont les armes pour pouvoir le remporter. De l'autre côté, c'est pareil. On sait qu'ils ont une très très grosse D-line aussi. On a notre ami Marcel qui est sur un nuage et qui fait une très très bonne saison. Ce qui est étrange, c'est de ce qu'on voit sur ESPN et un peu les favoris, ça reste les Longhorns, très légèrement, dans cette rencontre. Bon, après, ils sont à domicile. Peut-être que ça peut jouer un peu. Qu'est-ce que tu penses, toi, de cette rencontre, en tout cas? Moi, une rencontre qui sera une des plus intéressantes parce que c'est une de celles où il y aura le plus de pression, en plus d'être un match, comme tu dis, de rivalité. Je pense que, voilà, heureusement pour Texas que c'est à Austin. Et puis, voilà, c'est l'occasion quand même pour eux de montrer qu'ils valaient mieux que leur début de saison, en tout cas. Donc, intéressant. Mais bon, Texas A&M, je pense qu'ils sont motivés. Donc, ça va être dur de les faire lâcher maintenant. Puis on l'a vu, même si le début de match se passe pas très bien, ils ont quand même pris la confiance avec le retour face à South Carolina, qui était quand même assez impressionnant. Kesty Conception, le receveur, qui fait quand même une super saison aussi. Donc, il y a quand même des armes côté Texas A&M. Je les vois mal sombrer à Austin, mais bon, on ne sait jamais. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en plus, c'est une saison historique pour eux. C'est un des meilleurs départs depuis je ne sais plus quelle année, mais ça remonte à un bon moment. Là, ils ont la possibilité de battre leurs rivaux historiques et en plus de ça, de valider derrière une saison parfaite en 12-0. Je pense que niveau motivation, ça va être pas mal aussi de son côté. Du coup, un petit prono pour ce match. Texas A&M. Je sais pas pourquoi je demanderais. Contrairement à beaucoup d'après les trucs de betting. Donc, ouais, non, mais ça va être, je pense que ça va peut-être être la rencontre, la rivalité la plus serrée qu'on va avoir pour cette week. J'ai pas tout en tête, mais c'est là avec le plus d'implications, clairement. Ouais, c'est ce que je pense. Pour avancer à noter quand même que cette semaine, c'est le Thanksgiving aux États-Unis. Thanksgiving, c'est jeudi. Mais du coup, il y a beaucoup de gens qui font le pont. Et donc, il y a beaucoup de matchs, donc ces deux-là notamment, qui seront vendredi. Donc, on aura des gros matchs et vendredi et samedi. Donc, super semaine, la meilleure semaine de l'année du college football. Exactement. Pour finir en beauté en plus. Au vu en plus de. C'est clair qu'avec toutes les grosses rencontres qu'on a, c'est top parce que ça va pouvoir permettre de regarder quand même plusieurs matchs. Oui, surtout par exemple, même pour moi qui vais voir les matchs, c'est quand ça tombe un jour où South Carolina joue à domicile, du coup c'est un peu plus compliqué de voir les autres matchs, comme par exemple USC Oregon que j'aurais bien aimé regarder. Là, moi, tous les matchs du vendredi, je vais pouvoir les voir tranquille. En plus, je serai payé pour ça puisque je travaillerai vendredi. Donc... C'est génial. Est-ce que ça va être un jour calme en plus donc, Et vous, c'est quoi? C'est samedi? Et nous, c'est samedi, ouais. Mais c'est à Clemson par contre, non? Non, c'est à South Carolina. Ah ouais?
Okay. Mm. Bonne nouvelle aussi. Bon, on aura l'occasion de dire quelques mots aussi là-dessus par la suite. Ouais. On va avancer donc du coup sur la troisième rencontre qu'on a sélectionnée. Donc ça va être le duel entre Michigan et Ohio State. On va commencer par quelque chose qui me tient à cœur, c'est au niveau du calendrier d'Ohio State, qui n'a pas été très exceptionnel. Ils sont pour l'instant en 11-0. Ils sont premiers de la ligue. Et là, ils affrontent Michigan qui est 18e. Alors, le problème, c'est que ça va seulement être la troisième équipe qui joue dans le top 25, avec Michigan qui était 18e, Illinois qui était 17e, et la première week donc face à Texas. Bon, on sait que c'était quand même une première week compliquée, etc. Ça me chagrine toujours de ce genre d'équipes qui sont aussi bien classées avec un calendrier comme cela. Michigan derrière qui fait pas non plus une saison très impressionnante, même si c'est mieux que ce que je pensais quand même. Ils ont gagné les matchs qu'ils avaient à gagner. Ils ont perdu aussi les matchs qui étaient annoncés un peu plus faibles face à Oklahoma et face à USC. USC qui fait une très bonne saison aussi, on pourra peut-être en parler par la suite. Mais donc du coup dans cette rencontre, moi personnellement je pense que Ohio State est grand favori et risque de remporter ce match. Je ne sais pas pour toi, Rosu, qu'est-ce que tu penses de cette rencontre? Ouais, grand favori, comme tu disais. Pour l'instant, ils n'ont pas spécialement rencontré trop de gros. Donc, attention à ce match-là, parce que s'ils perdent, dans un certain sens, ça la fout mal, comme dirait l'autre, de perdre contre le 18e juste avant la sélection. Donc, ils seront en finale de Big Ten, très certainement. Contre Indiana, quoi qu'il arrive, je pense. Donc voilà, en termes de conséquences réelles, pas forcément grand-chose, mais en termes de conséquences de perception et d'image, ce serait pas terrible. Michigan, qui, entre guillemets, va devoir sauver sa saison, même s'ils sont quand même à 9-2, hein, c'est correct. Mais bon, clairement, pour Michigan, ce sera le gros match. Michigan qui est dans un nouveau cycle avec donc leur nouveau quarterback. Ils ont un jeu de course très très performant aussi. Donc je pense que Ohio State va falloir quand même se réveiller, enfin se lever tôt en tout cas pour aller chercher cette victoire à Michigan qui se laissera absolument pas faire. Donc voilà, un des matchs les plus regardés, des plus gros matchs du college football, que les équipes soient bien classées ou pas, ça ne change pas grand-chose. Ça reste une des plus grosses rivalités du college football. Donc voilà, intéressant. On va voir ce que va faire Ohio State. On attend un peu de voir justement comment ils se situent face à une équipe un peu plus robuste. Et même, je pense que pour eux, ça va être une répétition bienvenue avant les playoffs, d'affronter une équipe un peu plus costaud qu'à l'habitude. Mais justement, par rapport à ce match de cette finale de conférence, bon là, pour le moment, on a donc Ohio State et Indiana qui sont tous les deux invaincus. Indiana joue face à Purdue, donc je pense qu'ils ont des grandes chances Pour le coup, là, de prendre ce match et de finir du coup invaincus et d'avoir leur place en finale de conférence. Par contre, derrière, si jamais par malheur Michigan arrivait à prendre ce match, on a Ohio State qui serait en 8-1 dans cette conférence. Et derrière, on a Oregon qui a réussi à gagner ce match face à USC. Et Oregon, leur dernier match, ils jouent face à Washington. Ça risque d'être une victoire aussi pour eux. Donc on aurait Ohio State, Oregon et Michigan qui seraient à égalité en conférence. Michigan a déjà 2 défaites, donc je pense que ce serait compliqué pour eux. Ah ouais, mais ils auraient le Que, tiebreaker contre Ohio State, du coup. ouais, mais est-ce que Oregon ou Michigan pourraient piquer la place d'Ohio State en finale de conférence face à Indiana? Bah ouais, comme je te dis,
Michigan, s'il gagnait, il serait à 8-1 en conférence comme Ohio State. Et en plus, Voilà, comme ils auraient battu Ohio State, de il passe facto, devant. il passerait devant. Donc ouais, je pense Et qu'il aura un Oregon aussi, du gros, coup. gros match. Oregon, il sera pareil, ça dépendra de ce qu'ils ont fait, Oregon. Je Ils sais sont pas face à si. Washington. Ouais, mais est-ce qu'ils ont battu Michigan dans l'année? Je pense qu'ils ont battu Michigan. Non, ils n'ont pas battu Michigan. Non. Ils ont perdu contre Indiana et après, ils ont battu USC et Penn Ouais, State. non, ils ont pas joué. Ouais, Ouais. donc je sais pas trop quoi. Je pense qu'ils feront avec du coup, le record overall, donc un peu meilleur, parce ils seront en 11-1. Ouais. Donc, Donc, ce ouais, serait Oregon. Oregon contre Indiana. Ce serait Oregon-Indiana. Mm. Et Bon, voilà, c'est beaucoup de spéculation, hein. ouais, Ohio tout à State n'a fait. pas perdu, loin s'en faut. Donc, Mais bon, c'est le but un peu, on est là pour ça justement, ouais, essayer de ouais. présenter un peu tous les différents aspects qu'on pourrait avoir. Mais encore une fois, en Big Ten, c'est pas non plus joué avant cette dernière week, quoi. Par Ouais. Indiana qui part bien placé, mais non, en SEC, en Big Ten et en SEC aussi, où pour le moment, on sait pas trop qui va prendre le devant. Ça reste bien serré un peu partout. Du coup, pour avancer sur les prochaines rencontres, cette fois-ci, on va aller en SEC. On a déjà eu l'occasion d'en parler un peu, mais là, la rencontre qu'on voulait vous parler, donc évidemment, c'est le duel entre Miami et Pittsburgh. Miami qui est pour le moment 13e du classement et qui a malheureusement donc perdu face à... C'était qui le premier match déjà? C'était Louisville. Face à Louisville et face à SMU en prolongation. Malheureusement, c'est deux défaites qui leur font mal, surtout cette défaite face à SMU, qui est un prétendant direct pour le titre de conférence. Et derrière Pittsburgh, on vous l'a dit, qui se sont fait écraser par Notre-Dame et également par Louisville. Pittsburgh qui se retrouve à 8 victoires et 3 défaites, avec un bilan de 6-1 en SEC. Miami, eux, est à 9 victoires et 2 défaites, avec un bilan de 5-2 en SEC. Donc, comme on vous l'a dit, pour cette conférence, je pense que Georgia Tech est déjà éliminé de la course. Celui qui s'en sort le mieux, ça reste Virginia, qui donc du coup est pour le moment en 6-1 en conférence. Et leur dernier match, comme tu l'as dit, c'est face à Virginia Tech. Donc ils auront une chance de valider leur ticket pour cette finale de conférence. Et donc derrière, je pense que nous avons un duel entre trois équipes. Euh, mais attention tout de même, parce que comme je vous l'ai précisé, les deux équipes, Pittsburgh et Miami, ont perdu face à SMU. SMU qui se retrouve le dernier match face à California, qui risque d'être un match assez facile pour eux aussi. Donc, si jamais ils prennent, est-ce que c'est pas le match qui va leur faire avoir cette confirmation pour la finale de conférence face à Virginia? En tout cas, Miami et Pittsburgh, leur but clairement, c'est de gagner pour choper une place en finale de conf, sans regarder ce que les autres équipes font. Au vu de leur dernière rencontre, Pittsburgh arrive quand même avec plein de motivation en ayant écrasé Georgia Tech. Miami reste cependant tout de même favori dans cette rencontre. Qu'est-ce que tu penses de ces duels en SEC? Bah, c'est un des matchs avec vraiment le plus de tension, même Ouais, par rapport à ceux qu'on a évoqué juste avant, qui avaient déjà pas mal d'implications. Mais pour le coup, celui-là, c'est vraiment le match, c'est entre guillemets une demi-finale des SEC. Je pense que voilà, Miami, s'ils gagnent, c'est pas dit qu'ils sont en finale de conférence, mais quand même, ils auront une bonne chance d'aller en playoff vu leur classement actuel. Euh, Par contre, s'ils perdent, là, c'est mort, hein, pour eux. Donc eux, c'est défaite interdite. Donc c'est entre guillemets un peu déjà un match de playoff pour Miami. Parce que là, ils peuvent pas se permettre de perdre celui-là. Et, et pour Pitt, c'est un peu pareil, hein. Soit ils arrivent à accrocher la finale de conférence et la gagner pour aller en playoff. Sinon, trop compliqué. Donc
pour les deux équipes, c'est un peu voilà, il n'y a pas le choix, il faut gagner absolument. Donc je pense que ce sera un gros match. Malheureusement, le hasard du calendrier fait que ce sera en même temps que le Ohio State-Michigan. Donc je Ouais. pense que ce sera quand même beaucoup moins suivi globalement. Mais pour le coup, c'est peut-être un match qui vaut le coup. Je pense qu'il n'y a aucune des deux équipes qui vraiment voilà, peut être sortie du match avant la fin. Je verrais bien un match tendu là. Et, enfin, en tout cas, j'aimerais bien. Et, et donc, on verra ce que ça donne pour ce match-là. Mais en tout cas, de grosses implications pour les deux équipes. Défaite interdite. Et encore une fois, comme on vous l'a dit juste avant pour la Big Ten, pour cette SEC, donc si jamais on a potentiellement, encore une fois, on parle avec des si, mais si Pittsburgh arrive à battre Miami, que SMU batte California, ça sera deux équipes avec exactement le même bilan, en 7-1 et en 9-3 d'overall. Et donc, du coup, petite vérification, ils ne se sont pas affrontés, les deux équipes. SMU a battu Georgia Tech et Miami. Donc, encore une fois, ce sera compliqué à trancher pour voir qui ira affronter Virginia en finale de conférence si Virginia prend leur match. Ouais, Parce parce que que, c'est pareil, comme eux, ils jouent contre Virginia Tech, donc qui sont un peu dans une saison difficile, mais Virginia Tech, ils ont un énorme buzz qui vient avec le fait qu'ils ont recruté le coach James Franklin de Penn State, ouais, qui sera dans une conférence quand même plus facile et qui a déjà commencé à ramener certaines recrues qui étaient avant Penn State et qui arrivent. Je pense que Virginia Tech, voilà, tous les joueurs, ils sont un peu en audition pour l'année prochaine. Qui dit changement de coach, dit voilà, changement de statut pour tout le monde éventuellement. Donc, et puis voilà, il n'y a rien qui leur ferait plus plaisir que de calmer leurs voisins de Virginia. Donc voilà, ils ne sont pas favoris, mais attention, non pas sous-estimer voilà, un match de rivalité comme ça. Euh, un match de rivalité comme d'autres dont on va pouvoir parler rapidement après, qui clairement peuvent sauver une saison. Hein. Donc, voilà, c'est pas encore fait quand même pour Virginia. tout à fait. Ben justement, pour essayer de conclure là-dessus, on peut aller. Est-ce que tu veux aller sur le Vanderbilt Tennessee ou tu veux directement sur le South Carolina Clemson? Ben, on peut commencer par le South Carolina Clemson, qui pour le coup a un match avec moins d'implication que le Vanderbilt Tennessee, Mm. mais, par contre beaucoup d'implication au niveau local. Clemson, donc, qui est en Caroline du Sud aussi. Pour le coup, c'est le gros match. Clemson qui a fait une saison de merde, South Carolina qui a fait une saison de merde. Donc, là, pour les deux équipes, c'est le match à gagner Sauver la saison, quoi. pour sauver la saison. Voilà, c'est Mm. clair. Là, pour le coup, que ce soit Clemson ou South Carolina, celui qui perd, ça va être une off-season difficile. Beaucoup de choses qui peuvent s'améliorer. Au contraire, s'il y a une victoire dans ce match-là. South Carolina qui avait gagné à Clemson l'année dernière, ça avait failli coûter la place au playoff aux Tigers et amener South Carolina dedans. Bon, les dieux du football, on avait décidé autrement. Mais voilà, cette année, il y a plus de place en playoff qui tiennent. Mais par contre, il faut absolument gagner. Et je pense que voilà, je regrette un peu que ce match soit à midi, heure locale. Je pense que ça aurait mérité un gros match de nuit à South C'est clair. Carolina. Ça aurait renvoyé la sauce. Mais je pense que déjà, ils seront bien accueillis, nos amis de Clemson. Vu, voilà, vu le stade qui était plein même contre Coastal Carolina la semaine dernière. Bon, je pense que là, contre Clemson, ça va envoyer du lourd. Et donc, du coup, pour toi, tu vois South Carolina gagner, je suppose, Évidemment. Ouais. évidemment. Après, au vu de ce qu'a montré Clemson, alors Clemson qui font une saison dégueulasse également, ils ont quand même remporté quelques matchs dernièrement. Ils ont enchaîné avec 3 victoires avec Florida State, Louisville et Furman.
J'avais regardé le match face à Louisville et qu'ils ont réussi à prendre tout juste grâce à leur défense et leur D-line qui était très sérieuse. Mais offensivement, c'est pas très bon, hein. On trouve un Klubnik qui a pas l'air très très inspiré. Et je pense qu'après, comme tu l'as dit, on sait que ce genre de match est particulier. C'est dur à pronostiquer parce que c'est des matchs avec une concentration et une attention différentes. C'est des grosses rivalités. Tout peut arriver dans un match de football à ce niveau-là, même des petites histoires d'arbitrage, des concentrations, attention à des pertes de balles parfois qui peuvent jouer un match ou des pénalités. Mais je pense que dans ce sens-là, South Carolina a l'air quand même favori dans cette rencontre. Ouais, puis ce qu'il faut préciser, c'est que c'est important, on dit pour les supporters, un peu comme on dit dans le foot en Europe, mais contrairement au foot en Europe, dans ces universités-là, il y a des supporters qui sont un peu plus que des supporters, qu'on appelle ça des boosters, qui font des gros chèques à l'université. Et donc les implications, voilà, si les gens qui font des gros chèques comme ça euh, élèvent la voix, entre guillemets, sur certains aspects, si ça se passe mal, ils ont beaucoup plus de poids qu'un groupe de supporters d'une équipe de foot en France, Tout à par fait. exemple. Donc, surtout maintenant, au moment de la NIL, etc., derrière, il faudra éventuellement sortir un peu l'oseille pour recruter. Voilà, ils seront beaucoup plus enclins à sortir l'oseille s'ils sortent de la saison contents d'avoir battu Clemson, ou inversement, plutôt que si tu as perdu ce dernier match pour couronner une saison qui était déjà très décevante. Donc ça peut quand même beaucoup jouer un peu pour l'avenir de ces deux programmes, hein, entre guillemets, hein. Même Dabo, par exemple, voilà, qui passe sur la sellette, mais enfin qui a quand même été beaucoup critiqué, euh, et qui peut-être en a aussi un peu ras-le-bol. Voilà, il est pas mal critiqué pour sa gestion du transfert portal, etc. Ou sa non-gestion du transfert portal plutôt. Donc, ouais, ça peut avoir d'autres implications. Et puis c'est pareil sur tous les autres matchs de rivalité. Du coup, on peut un peu parler d'autres de ces matchs de rivalité qui auront lieu. Euh, Commençons par Vanderbilt à Tennessee, par exemple. Ouais, Euh, pour le coup, Vanderbilt, eux, c'est un peu leur saison Cendrillon. C'est pas qu'ils n'étaient pas attendus parce qu'ils étaient déjà pas mal l'année dernière, mais, c'est vrai. euh, mais bon, eux, voilà, ils sont encore en course pour les playoffs, hein. Avec une victoire, là, ça peut éventuellement passer. Euh, Ils ont la belle histoire Diego Pavia, entre guillemets. Mais bon, Tennessee, c'est pareil, ils vont pas se laisser faire comme ça. Ils ont encore une petite chance. On sait qu'offensivement, ils tiennent la route aussi. Donc voilà, éventuellement un gros match du côté de Knoxville. Énorme stade, le stade de Tennessee pour le coup. Un qui, un qui serait dans ma bucket Impressionnant, list hein. pour aller Mm. là-bas, voir un match là-bas. Euh, donc ouais, je sais pas si tu as d'autres choses sur ce match. Non, bah moi surtout, comme tu l'as dit, Vanderbilt potentiellement et mathématiquement peut encore avoir la chance de viser les playoffs. Après, on a pu en parler dans cette conférence, plus de 5 équipes de SEC, ça reste d'être compliqué. On a quand même un Tennessee qui est déjà en 4-3 en conférence, ça ferait 5-3, un bilan de 9-3, donc avec 3 défaites, on sait que c'est compliqué. Tu as quand même Texas A&M, Georgia, Ole Miss, Alabama et Oklahoma, je pense, qui vont quand même prendre leur match face à LSU. Donc, à mon avis, ça fera déjà les 5 équipes en playoff, je pense. On verra le résultat. Après, bon, derrière, on a Texas qui est en 5-2. Si jamais ils prennent celui face à Texas A&M, ce serait 6-2. Si Vanderbilt le prend aussi, ça fait 6-2. Mais Texas a battu Vanderbilt. Donc ça passerait pas. Tennessee, si jamais ils le prennent, je pense même comme ça c'est compliqué. Et même si dans le meilleur du monde, on a Vanderbilt et Texas qui gagnent leur match, même en 6-2 dans cette conférence, je pense que ça risque d'être compliqué. Après, est-ce qu'on verrait 6 équipes de SEC en playoff? Ce serait pas non plus complètement illogique, hein.
Non, c'est sûr, au vu de ça. Mais je pense que ce qui pourrait être intéressant pour conclure justement ce podcast, c'est d'essayer d'aller voir un peu actuellement donc, le college football ranking qu'on a et voir un peu par rapport aux équipes qui, on l'a dit, même Ohio State qui est actuellement premier et qui a fait toute la saison premier, n'a pas sa place encore en playoff de valider sûr parce qu'Oregon ou Michigan pourrait passer devant euh, en finale pour être validé sûr en playoff en jouant la finale de conf face à Indiana. Au vu du classement actuel, bon, je pense qu'un Ohio State en 11-1, à mon avis, ils seront tout de même en playoff, même si jamais ils seront pas champions de conférence. Indiana potentiellement sera en 12-0, donc ça ferait déjà deux équipes potentiellement. Tu as Texas A&M, même si jamais ils perdent face à Texas en 11-1, je pense qu'ils seront en playoff aussi. Georgia, on l'a dit, risque de finir en 11-1 également. Après, derrière, ça commence un peu à aller voir. Tu as Texas Tech, je pense que c'est l'équipe qui est la plus assurée d'être en finale de conférence et du coup, par la suite de potentiellement accéder aux playoffs. Ça commence à faire un certain nombre d'équipes déjà. On est déjà à peu près à 7 équipes avec Oregon et Ole Miss. T'as Alabama encore qui est là. Notre-Dame, malgré le fait que Notre-Dame ait eu un calendrier pourri, qu'ils ont perdu les matchs qu'ils ne devaient pas perdre contre les seules équipes qui étaient classées. On sait que Notre-Dame a toujours, en plus Notre-Dame et revient bien dans cette fin de saison. Ça risque d'avoir des points aussi à jouer. Ça commence à faire compliqué au niveau des places. Je ne sais pas, toi, est-ce que là, au vu du classement, tu verrais certaines équipes qui pourraient être du coup sélectionnées et être un peu surprises à atteindre. Donc on sait que souvent le top 10 il risque d'être pris, c'est peut-être les deux dernières places quoi, qui risquent d'être un peu... Bon, ouais, bah, les deux dernières places, je pense que voilà, dans le Big 12, on a BYU, dont on a parlé plusieurs fois dans le podcast, Ouais. qui est en 11-1 là, donc qui finit bien sa saison. Utah, qui est aussi pas trop mal, 9-2. Voilà, qui sont quand même aussi bien classés. Donc, pas impossible qu'il y ait au moins deux Big 12. Après, pour les autres discussions, pour la petite équipe, il y en a James Madison, on a North Texas Dans le Texas qui est bien. Hein. qui sont pas mal aussi. Donc, il y aura une de ces deux-là, je pense, qui aura une place. Pour le coup, ça, c'est un système que j'aime bien quand même, Ouais. même si je pense que voilà, ils sont là pour se faire un peu dégommer au premier tour. Malgré tout, je trouve que c'est bien de donner la chance à une équipe d'une plus petite conférence. Donc ouais, on verra après si on regarde le top 15, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 équipes SEC. Il y a beaucoup d'équipes Big Ten aussi, remarque. Ohio State, Indiana, Ouais, c'est Oregon, Indiana, ouais. Oregon. voilà, ça fait 3. Voilà, SEC, il n'y a que Miami. Bon, pour le coup, eux, ils sont quand même un peu borderline. Donc Ouais, c'est SEC, peut-être ils vont peut-être en Virginia envoyer qui... que un Ouais. voire deux, quoi. Donc je pense que c'est plutôt la SEC qui sera un peu Et si, j'en vois qu'un, moi, le au vu cocu de de la l'affaire. conf. Ouais. Donc, mais bon, voilà, politiquement, ils peuvent pas se permettre voilà, de mettre qu'une seule équipe de la SEC et de mettre 6 équipes de SEC. Et Je tu pense penses vraiment que c'est pas possible. Je que pense ça que va c'est. jouer? Ah ouais? Ouais, bah oui. Si Notre-Dame, ils sont dans le classement, pas pour rien non plus, hein. Donc, non, non, je Donc, pense il te qu'il mettrait y Virginia a plus un SMU minimum quand même. Pittsburgh. Plutôt que si c'est pour mettre une autre équipe Big 12, à la limite, pourquoi pas, mais pas pour mettre encore une autre équipe SEC, je pense. Ouais. Donc, il y aurait potentiellement, allez, Ohio State, Indiana, Texas A&M, Georgia, Oregon, Ole Miss, Texas Tech, Oklahoma, Notre-Dame, Alabama. Ça fait déjà 10. Du coup, BYU en plus 11. Et Virginia 12, ou alors une petite équipe Ah, une North petite équipe, Texas. hein, normalement, une petite équipe, hein. North Texas, hein.
Possiblement. Donc ce serait North Texas, BYU qui seraient les équipes qui accrochent, ou North Texas, Virginia. Parce que donc du coup, il n'y aurait aucune équipe de SEC. Je pense que si Virginia gagne, Miami saute. Ouais, c'est sûr. Miami, pour moi, ils sautent déjà. Miami, je les vois pas. Parce que tu les aimes pas, ça. Parce que je suis pas fan, et même dans tous les cas, je pense qu'au vu de leur saison, derrière, ils jouent contre Pittsburgh, ils sont pas là de gagner. Ouais. Et je pense que, comme on l'a dit, au vu du classement, je l'ai plus sous les yeux, mais Virginia et SMU, ils sont mieux partis qu'eux pour y arriver. Après, on sait que Miami, c'est une plus grosse équipe, ils ont plus de valeur. Est-ce qu'ils ne mettraient pas Miami? Mais au vu des équipes, je pense qu'il n'y a même pas de place pour ça, parce que s'ils doivent mettre une équipe de SEC, ce serait l'équipe championne, donc ce serait Virginia et Pittsburgh ou SMU. Et ensuite North Texas ou James Madison. Et puis après, on a notre top 10 actuel. Est-ce que tu verrais une équipe différente? On verra bien. Ouais. Réponse après les finales de conf. Exactement. Donc comme vous l'avez compris, ça va être encore une très très grosse week, avec énormément de matchs en attente de savoir ce que ça va donner pour plusieurs équipes. Ils n'ont pas encore leur avenir écrite. Ça va être très intéressant de suivre cette week et donc du coup de pouvoir en parler ensemble la semaine prochaine. Bertrand sera de retour la semaine prochaine. Je serai moi aussi de retour chez moi en France. Ce sera quand même plus simple aussi pour pouvoir enregistrer. Et donc voilà, donc je voulais vous dire merci de nous écouter et de nous suivre. Merci à toi, Rosu, de m'avoir accompagné aujourd'hui. Et on a pu quand même parler de pas mal de matchs très importants pour cette week. Je ne sais pas si tu voulais ajouter un petit mot avant de non, préparez-vous bien, faites-vous un petit Thanksgiving à l'américaine et préparez-vous pour 2 jours de college football. Ça va être top. Exactement, parfait. Merci beaucoup. Très bonne journée, très bonne soirée. Salut à tous. À très bientôt. Salut, ciao, ciao.